Bonjour à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. S'il existe une fonctionnalité qui est tout aussi essentielle et commune à la quasi-majorité des routeurs, c'est bien la fonctionnalité que j'ai nommée le port forwarding. Mais savez-vous réellement son utilité ou bien savez-vous le configurer notamment avec Windows Server? Alors dans cette vidéo, je vous apporte dans les éléments vous permettant de démystifier en fait ce concept qui peut sembler assez lunaire. Et tout ceci juste après ça. C'est quoi le port forwarding? Le port forwarding ou redirection de port en français est un mécanisme qui permet naturellement à un équipement de périphérie, s'agissant naturellement d'un routeur, de transférer en quelque sorte les requêtes des utilisateurs externes vers le réseau local, vers une machine précisément dans un réseau local. Et en fonction notamment de la requête ou bien du protocole de cette requête-là. Alors, pour mieux appréhender ce concept, considérons ce cas de figure afin de l'illustrer. Supposons ici que nous avons un réseau local. Et dans ce réseau local-là, nous avons certainement un serveur web. Et ce serveur web répond à cette adresse, c'est-à-dire au 192.168.0.20. Et ici, nous avons une machine client qui répond au 192.168.0.30. Sachant que cette machine cliente, le protocole RDP, qui s'agit naturellement du bureau à distance, est forcément activé naturellement sur celle-ci. Ici, nous avons un routeur avec une passerelle naturellement en 192.168.0.1. Et de ce côté, nous avons un réseau externe naturellement. Et dans ce réseau externe-là, nous allons trouver nécessairement un utilisateur. Et cet utilisateur-là aura besoin forcément d'accéder à ce serveur web. Une chose, soit elle accède à ce serveur web directement en se retrouvant en local ici. Donc c'est-à-dire que si nous avons un utilisateur dans ce réseau local qui veut naturellement accéder à ce serveur web, il va tout simplement ouvrir son navigateur et taper juste cette adresse qui répond naturellement au serveur web. Ou si en étant initié en externe, si cet utilisateur-là veut naturellement accéder à ce serveur web, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir son navigateur et exécuter en fait cette URL. Naturellement http suivi du 172.16.0.254 qui est naturellement le côté one en fait de ce périphérique, de ce routeur en fait. Donc c'est-à-dire que c'est ce routeur-ci qui va répondre en lieu et place de ce serveur. Pourquoi? Parce que ce utilisateur-ci ne connaît pas en effet ce réseau local. Maintenant, s'il ouvre son navigateur et qu'il exécute en fait cette adresse-ci, il va émettre dans ses requêtes. Quand cette requête en fait va arriver ici, ce routeur-ci, comme il n'est pas configuré en étant pour la redirection de port, lui, il ne va pas répondre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, celui-ci va recevoir bien un refus en fait de pouvoir se connecter à ce serveur. Pourquoi? Parce qu'il y a une fonctionnalité fondamentale qui n'a pas été déployée en fait sur cette machine. Donc, comme ici. Considérons maintenant un autre cas de figure. Que maintenant, cet équipement de périphérie, notamment ce routeur, est maintenant configuré avec la fonctionnalité port forwarding. Ce qui va se passer, c'est que cet utilisateur-ci aussi, encore, va taper cette URL en fait dans son navigateur, qui répond notamment à ce côté one de ce périphérique-ci. Et en ayant activé ce qu'on appelle la fonctionnalité port forwarding ou bien redirection de port, il va une fois rediriger en fait les requêtes vers le serveur web approprié. Donc voilà ce à quoi renvoie le port forwarding, qui est ni plus ni moins que une forme de transfert en fait de la requête vers une machine dans un réseau local répondant en fonction d'un certain protocole bien défini. Mais maintenant, pour matérialiser ça, nous allons essayer de l'implémenter naturellement avec Windows Server. Et en l'occurrence, pour cette démo en fait, ce serveur web en fait, je l'ai remplacé par un serveur naturellement GLPI. Ou vous savez tout avec moi que pour parfois manager un serveur GLPI, on le déploie ou bien on le manage naturellement avec une interface web. C'est ce que nous allons donc nous arriver à faire dans cet exercice. Donc, j'ai configuré en fait un serveur web ici qui est naturellement GLPI. Et si mon équipement de périphérie est un routeur ou bien un serveur de passerelle, que j'ai vraiment intégré la fonctionnalité routage d'abord plus cette fonctionnalité, donc c'est ce que nous allons dans l'atelier à faire. Donc on se retrouve juste derrière mon écran. Alors comme dit précédemment, j'ai préparé un serveur du nom de DCE en fait qui va faire office de notre
équipement de périphérie ou bien notre routeur, et dans lequel en fait j'ai installé plusieurs rôles, à savoir le rôle DHCP, le rôle IPv ainsi que le rôle accès distant. Et là, si on va un peu dans les paramètres, vérifier ces paramètres réseau, vous voyez qu'il a une carte en interne et en externe. Et si on va effectivement vérifier en fait le statut de ceux-ci, et si on va vérifier en fait le statut de ceux-ci, comme j'ai dit, si on va dans la carte externe et en allant forcément sur les détails, on s'aperçoit effectivement qu'elle a une adresse en 192.168.1.159. En fait, c'est notre box internet en fait qui nous fournit en fait cette adresse. Et si on va aussi vérifier le statut de la seconde carte réseau forcément qui est en interne, il a une adresse en 192.168.0.9. Donc c'est en fait cette adresse en fait ou bien cette carte réseau qui est connectée à notre réseau interne. Maintenant, si on va effectivement sur le gestionnaire de machines virtuelles, notamment sur IPv en lui-même, on s'aperçoit effectivement ici que j'ai mon serveur web, en l'occurrence le serveur GLP en fait que j'ai installé, qui va faire en fait de nos office en fait de notre serveur web qu'on va forcément attaquer à l'extérieur. Et si on va vérifier les paramètres IP en fait de ce serveur là en exécutant forcément la commande IPA, on s'aperçoit ici effectivement qu'il a une adresse en 192.168.0.11. Pourquoi en fait elle a cette adresse? Pourquoi? Parce qu'en fait elle est connectée en fait sur notre réseau interne. Pour ceux et celles qui ne savent pas à quoi renvoient les réseaux virtuels naturellement sur IPv, j'ai fait une précédente vidéo dans laquelle je vous expliquais de fond en comble les différents réseaux virtuels qu'on pouvait mettre en place naturellement sur IPv. Ici, on va ici dans les paramètres IP. Vous considérez moi qu'il est connecté ici sur le réseau interne. Et si on va naturellement sur le gestionnaire de commutateurs virtuels, enfin de vérifier vraiment le statut de ce réseau interne, là vous voyez qu'il est réellement sur le réseau interne. Donc il est juste connecté à notre réseau interne qui va juste, seulement communiquer avec notre machine hôte. Si on va mettre naturellement ici sur le serveur en lui-même et en allant dans les paramètres de notre serveur DHCP, on s'aperçoit effectivement en allant sur le pool forcément des différents paramètres en fait de ce serveur là, on s'aperçoit effectivement qu'elle a été assignée ou bien elle a pris une adresse en DHCP forcément qui est forcément dans ce pool là. Donc ce pool en fait qui varie naturellement entre 0.1 et 0.200. Donc voilà quasiment le serveur DHCP en fait qu'on a mis sur pied. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir accéder à l'interface web de gestion même de GLP, et rien de plus simple. Nous allons forcément ouvrir un navigateur sur le serveur lui-même, parce que lui-même étant connecté au réseau interne, et en ouvrant naturellement le navigateur, on va forcément exécuter en fait l'adresse IP de la machine où GLP est forcément installé. Et si on exécute forcément son adresse IP en fait dans la barre d'adresse du navigateur, en l'occurrence 192.168.0.11, on s'aperçoit effectivement qu'on parvient à accéder ici à la page web, dans la page, à la console de management de GLP en lui-même. Donc cela prouve que notre serveur est réellement connecté à un réseau interne, et maintenant il ne nous reste plus qu'à faire la configuration pour voir si on parvient à accéder à elle à partir forcément d'une machine qui ne fait pas partie en fait de ce réseau, ou bien qui fait forcément partie de notre côté WAN forcément de ce serveur-ci. Alors pour vérifier effectivement que cette machine n'est pas accessible à l'extérieur, j'ai préparé ici en amont une autre machine forcément connectée sur le réseau externe. Et si on va forcément sur les paramètres en fait de cette machine connectée au réseau externe là, qui est forcément connectée sur notre côté WAN en fait de notre serveur, ici c'est une machine externe. Si on va naturellement vérifier son statut ici, vous vous apercevez ici avec moi qu'elle a obtenu une adresse en 192.168.1.113. C'est effectivement notre box internet en fait qui nous fournit l'adresse forcément à cette machine-ci. Et si on va naturellement ici forcément en ouvrant une console PowerShell et en allant
vérifier vraiment ton statut à travers avec PowerShell évidemment, on s'aperçoit effectivement en exécutant la commande ipconfig, on s'aperçoit effectivement qu'il a une adresse comme dit précédemment, c'est-à-dire qu'en 192.168.1.113. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'ouvrir une console, une interface web. Donc, pour voir si nous sommes capables d'accéder en fait à notre machine, bien à notre serveur GLPI à partir en fait de cette machine. Et ce que nous allons taper forcément en concernant, comme on a dit forcément dans l'exercice ou bien comme on a énoncé en fait ce principe, ce concept-ci en préambule, on va plutôt en fait taper en fait l'adresse forcément du côté one en fait de notre routeur ou bien de notre serveur en fait qui fait office de notre routeur. Et en exécutant en fait cette adresse là, et vous voyez, vous apercevez ça avec moi qu'elle n'a pas obtenu, on ne parvient donc pas à se connecter à l'interface management de GLPI en lui-même, comme nous avons fait précédemment en étant sur le serveur. Donc cela prouve que la fonctionnalité port forward n'est pas encore activée en fait sur notre équipement de périphérie. C'est ce que nous allons donc nous atteler à faire maintenant. Mais maintenant, pour configurer le port forwarding, rien de plus simple, on va comme d'habitude forcément sur l'onglet gérer. On va suivre, on suit juste l'assistant et on va naturellement insérer le rôle accès distant. Donc je ne vais plus le faire cela parce qu'en fait je l'avais déjà fait précédemment. Du moment où c'est fait que vous avez suivi forcément les recommandations de l'assistant et que vous installez en fait toutes les fonctionnalités forcément ce rôle là, vous allez forcément en fait déployer ce rôle-ci intégralement. Donc voilà le premier rôle, bien voilà le rôle en fait qui va nous permettre en fait de pouvoir implémenter cette fonctionnalité. Et du moment où c'est fait, on va forcément dans le routage et accès distant, comme forcément dans les outils ici. On va nécessairement atterrir en fait sur le dashboard ou bien sur la plateforme en fin de gestion en fait de ce rôle-ci. Si vous avez installé ce rôle-ci, parce que nous avons vu une précédente vidéo dans laquelle je vous montrais comment il fallait activer systématiquement le NAT. Donc si c'est déjà fait et que vous ne savez pas comment le faire, il serait préférable que vous alliez regarder cette ancienne vidéo là. Et parce que là, je vous ai montré de fond en comble comment est-ce qu'il fallait faire. Donc du moment où vous avez déjà installé la fonctionnalité NAT ici, on va forcément parcourir les deux cartes en passant notamment par le interne et le externe. Et vous voyez que forcément la carte externe ici a plusieurs onglets. Donc avec la fonctionnalité NAT activée ici. Tout ce qu'on va faire ici là pour activer la fonctionnalité NAT, c'est en fait où la fonctionnalité sera activée forcément à partir de cette interface, à partir de l'interface One surtout. Et nous allons aller dans l'onglet Service et port, comme vous pouvez naturellement le constater ici sur la carte externe. On va descendre, on va juste choisir le protocole, sachant que le protocole naturellement pour GLPI sur le protocole HTTP. On va juste ici là et en mettant donc l'adresse, ce qu'on va mettre c'est l'adresse en fait de notre serveur de GLPI ou bien notre serveur web. En l'occurrence 192.168.0.11 qui est en l'occurrence l'adresse IP de notre serveur. Et du moment où c'est fait, on va maintenant cliquer sur appliquer et le système en fait va prendre en considération la configuration qu'on a faite. Maintenant du moment où c'est fait, on va essayer donc de rentrer en fait sur la machine externe. En se connectant vraiment sur notre machine externe et en actualisant en fait cette page là, on s'aperçoit effectivement que l'interface web de GLPI s'affiche qui donne naturellement sur le côté One en fait de notre serveur de périphérie, notamment sur notre routeur NAT. Vous voyez effectivement que la redirection en fait a bien fonctionné et on va juste mettre les différents paramètres en fait pour notre serveur GLPI, notamment les identifiants ainsi que la base de données, et on va forcément atterrir en fait sur l'interface de GLPI, ce qui n'était pas possible en fait quand la redirection en fait n'avait pas été faite ou bien quand le port forwarding n'avait pas été notamment configuré sur notre serveur de périphérie. Donc voilà
le port forwarding implémenté naturellement avec Windows Server, et ce qui prouve à suffisance que le routage ou bien le trafic de la requête HTTP sur notre serveur GLP a véritablement fonctionné. On arrive dans le thème de cette vidéo, et dans celle-ci, vous avez su appréhender le concept de port forwarding ainsi que sa configuration avec notamment Windows Server. Alors, cette vidéo vous a vraiment intéressé. N'oubliez donc pas de la liker, de la partager massivement afin que le contenu de cette chaîne soit mis au français. Et sur ce, on se dit certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo.